Jean-Paul Ricard, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir ici dans l'émission Contre-champ parce que vous êtes un franc-maçon qui accepte de parler donc devant les caméras. Et puis, on va le dire, c'est parce qu'il y a une actualité en lien avec l'agriculture et la franc-maçonnerie qui est importante, mais on y reviendra à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, c'est vrai que quand on parle de franc-maçonnerie, on a toujours le côté de rites initiatiques, de rites secrets, de réseaux, enfin, tout un tas de mots. Et vous avez certainement envie de projeter une image qui va au-delà de cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'abord, je voudrais dire que si effectivement la franc-maçonnerie peut avoir une image négative, elle peut aussi avoir une image positive. Mais je crois que dans un cas comme dans l'autre, son image est toujours un peu floue. Alors, c'est vrai que le fait de répondre à vos questions, ça peut permettre de préciser un certain nombre de choses et de les rendre plus claires, peut-être pour vos téléspectateurs. Et c'est vrai que si, à l'issue de cet entretien, il ressortait une image de la franc-maçonnerie non pas conforme à ce qu'elle est en réalité, puisque comme vous le savez, effectivement, elle a ses rites qui se pratiquent à l'abri des regards, mais en tout cas une image plus conforme à ses objectifs, enfin plus compréhensible en tout cas par vos téléspectateurs, eh ben, ce serait déjà une excellente chose. Mais Jean-Paul Ricard, vous portez, quand vous rentrez donc dans la loge, vous portez un tablier, vous portez des gants. Pourquoi? Alors, beaucoup de gens portent des tabliers. Hein, mais je porte un tablier, par exemple, quand je fais la cuisine chez moi, pour pas me tâcher. Non, nous avons effectivement donc des rituels auxquels nous sommes très attachés. Pourquoi? Parce que le bon fonctionnement du rituel, sa bonne application, est la garantie de la réussite de la méthode que nous appliquons, qui est une méthode symbolique. Alors tout ça, ça peut paraître effectivement un peu fumeux, et ça ne répond pas forcément à ce désir que j'avais donc d'éclaircir les choses. Mais pour être un petit peu plus clair, puisque notre objectif, c'est de réunir entre eux des hommes différents, avec des pensées différentes, des origines, des cultures différentes, et de les faire travailler ensemble pour leur propre amélioration, qui est la condition, selon nous, de l'amélioration de l'humanité, une idée qui est partagée quand même par beaucoup de gens, eh bien, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un ordre. Et le rituel est le garant que la méthode que nous appliquons va se dérouler dans les meilleures conditions. Mais quand tout à l'heure je parlais de tablier, c'était pour montrer quelque part que vous laissiez à l'entrée, en fait, avant votre cérémonie, un certain nombre de signes distinctifs pour pouvoir mieux échanger. Ah oui, mais vous avez tout à fait raison, ça c'est l'objectif. Euh, pour faire une analogie un peu simpliste, le rituel, on peut le comparer à de nombreux autres rituels. Je pense en particulier, par exemple, au théâtre. Quand on va au théâtre, la salle est éclairée, tout le monde bavarde, et puis tout d'un coup, la lumière s'éteint et on frappe les trois coups. Et à ce moment-là, tout change, les gens deviennent silencieux, et les gens sont préparés, effectivement, à écouter la pièce de théâtre. Eh bien, nous avons un rituel d'ouverture de nos travaux qui joue le même rôle. C'est pour ça que je prends cette explication-là. Il s'agit effectivement d'essayer de s'abstraire de ces préjugés, des stress qu'on a pu éprouver dans la journée, de tout ce qui peut nous énerver, etc., pour se retrouver dans un état différent. Et cet état va nous permettre, effectivement, c'est son objectif, de pouvoir ouvrir un dialogue qui soit un dialogue constructif avec tous les autres francs-maçons qui sont réunis au cours de la même soirée. Alors dans cette interview, moi je vous coupe la parole, mais dans une loge maçonnique, on ne se coupe pas la parole. Ah non, on ne se coupe jamais la parole. Non pas parce qu'il y a une interdiction qui est formulée, mais parce que la pratique de notre rituel fait que on ne prend pas la parole comme ça spontanément, on la demande, elle nous est accordée, et voilà, comme ça les choses se déroulent, et le dialogue peut s'instaurer dans des conditions qui sont des conditions d'écoute, qui sont très précieuses pour pouvoir effectivement enregistrer ce qu'une personne a à nous dire et pouvoir en profiter. Qui est le grand architecte de l'univers? Alors, le grand architecte de l'univers, c'est, comment dire, si on représentait l'ensemble de nos rituels et de notre système symbolique par une pyramide, eh ben, ce serait le petit pyramidon qui serait tout en haut. Le grand architecte de l'univers, c'est un concept qui indique que, en fait, nous sommes gouvernés, nous et l'ensemble de notre environnement, nous sommes gouvernés par une loi. Voilà. Alors vous allez dire, bah oui, mais vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Il y a par exemple la loi divine. Bon, oui, sauf que justement, nous ne mettons pas en avant une loi déterminée. Disons, il y a certainement des lois qui gouvernent l'univers, mais ces lois ne nous sont pas connues.
en tout cas en loge maçonnique, nous faisons abstraction de ce que nous en pensons pour dire, voilà, nous venons ensemble échanger au sujet de ces concepts, enfin, sur ce qui concerne ces concepts, mais sans avoir effectivement donc l'idée préconçue. Et au-dessus donc de cette pyramide, en haut de cette pyramide, il y a donc ce grand architecte de l'univers qui est l'expression de cette recherche de la loi. Alors évidemment, une personne croyante va dire, bah oui, pour moi, le grand architecte de l'univers, c'est Dieu. Pour lui. Pour lui. Mais quand il est en loge, il ne dit pas Dieu, il dit le grand architecte de l'univers. Et celui qui en face, par exemple, n'est pas croyant, sait qu'en exprimant sa propre pensée sous la forme du grand architecte de l'univers, eh il fait référence au concept le plus large que nous partageons tous, et non pas à une vision et une foi prédéterminée. Alors on l'a bien compris, il y a des rites qui vont justement faciliter les échanges. On voit, vous avez parlé du grand maître de l'univers, c'est un peu une variable puisque chacun peut désigner qui il souhaite derrière. Est-ce que c'est-à-dire que tout le monde peut être accepté dans une loge maçonnique ou est-ce que si on est raciste par exemple, on ne peut pas intégrer la loge? Alors, la franc-maçonnerie se définit comme une organisation adogmatique. C'est vrai, sauf qu'un dogme, elle en a un. Elle en a un seul. C'est la croyance ferme que l'amélioration de l'humanité passe par l'amélioration de l'individu. Bon, pour être un peu moins pompeux, disons que si on veut faire en sorte que la société progresse, il faut que les individus progressent. Voilà. Ça, c'est une vérité absolue. Alors si une personne se présente à l'entrée d'un temple maçonnique en disant « je voudrais participer à vos travaux » et que cette personne nie que l'individu soit améliorable et que la société soit améliorable, il est évident que cette personne n'a absolument rien à faire chez nous. D'ailleurs, elle va terriblement s'y ennuyer. Alors ça a pour conséquence, effectivement, que certains comportements, vous avez évoqué par exemple les comportements racistes, ne peuvent pas fonctionner en maçonnerie. On ne peut pas à la fois penser que l'individu peut s'améliorer pour améliorer, et doit même s'améliorer pour améliorer la société, et penser qu'il y a une catégorie d'individus inférieure à une autre. Ça n'a pas de sens. C'est totalement incohérent. Si vous voulez, l'ensemble que nous évoquions de notre système symbolique a sa cohérence. Donc, la seule chose qui interdit à quelqu'un d'être franc-maçon, c'est s'il formule une pensée qui est en parfaite incohérence avec le système, ou qui le rendrait incohérent.